je crois qu'il y a une convergence entre les deux interventions sur la question de la caste et le CFA qui serait un obstacle. Je crois que c'est... Moi, ma thèse, c'est celle de la servitude volontaire. Je crois qu'il y a une coalition africaine qui bénéficie du CFA. J'ai dit dans mon exposé tout à l'heure, j'ai parlé des grands groupes, hein, c'est-à-dire tous les grands groupes, tous les groupes européens qui font affaire en Afrique zone franc, de manière tout à fait légale, peuvent rapatrier leurs bénéfices. Donc c'est pour ça que le système tel qu'il fonctionne est une grosse machine d'accumulation de richesses hors de la zone franc. Mais de manière tout à fait légale. Quand vous allez en Afrique du Sud, vous ne pouvez pas sortir l'argent. Il y a des pays comme le Chili qui n'acceptent pas l'ouverture du compte capital. Vous ne pouvez pas sortir l'argent. La zone franc, c'est une zone qui vous permet effectivement de rapatrier vos bénéfices. Et comme le système le permet, on peut en plus faire sortir des capitaux de manière illégale, parce qu'à partir du moment où vous avez des véhicules qui permettent de faire le chemin légal, vous pouvez utiliser les marges de manœuvre qu'offre le système pour faire la sortie de capitaux de façon illégale. Maintenant, quand vous prenez à l'intérieur même des pays, vous devez faire la distinction entre les urbains et les ruraux. Objectivement, le système zone franc favorise la classe moyenne urbaine, parce que c'est elle qui peut vivre sur les importations de riz de Thaïlande, sur les véhicules qu'on importe, sur les friperies qu'on importe. C'est-à-dire qu'un système dans lequel vous avez l'impression d'être riche parce que votre monnaie est forte vous incite à importer. Donc plutôt que de développer la production locale, vous estimez qu'il est plus facile d'importer des biens de première nécessité. Et vous payez avec quoi? Vous payez avec les réserves de change, les devises. Mais d'où viennent les devises? Du travail des producteurs de cacao, de café, de coton. Et donc, l'injustice intra-africaine, c'est que les urbains vivent sur le dos des ruraux qui produisent les devises, mais qui n'ont pas de retour sur investissement en termes de biens publics, d'hôpitaux, de dispensaires, d'écoles. Quand vous sortez de nos capitales, vous avez l'impression qu'il n'y a plus rien, que vous êtes dans des économies sans monnaie. Vous n'avez pas grand-chose. Les taux d'électrification ne sont pas supérieurs à 20% dans nos pays. Donc, ce qui est intéressant avec le CFA, c'est, pour aller dans le sens de Denis, c'est de voir aussi les différentes strates de domination. Il y a une strate de domination entre le grand capital du Nord vis-à-vis des États, une strate de domination entre ceux qui sont au pouvoir et qui ont les moyens de faire sortir énormément d'argent pour s'acheter des appartements à Paris, des maisons, des châteaux, tout ce que vous voulez. Mais même à l'intérieur des gens qui sont pauvres, il y a également des strates de domination entre les urbains et les ruraux. C'est pour ça qu'on a besoin d'une analyse fine. Et je réponds à votre autre question. Sur le niveau général des prix, il y a des différences. Donc, globalement, c'est que la vie coûte plus cher à Dakar, à Abidjan, qu'à Lomé ou au Cotonou. Bon. Mais globalement, on a les principaux déterminants, c'est les aléas climatiques. Bon, le prix du pétrole et l'inflation dans la zone euro. Parce que comme on importe pratiquement tout, on observe que le taux d'inflation en zone franc, c'est le taux d'inflation dans la zone euro, plus la marge des importateurs. Et donc, ce sont les trois principaux déterminants de l'inflation en zone franc.
Le résultat, c'est que quand vous prenez l'inflation sous-jacente, c'est-à-dire quand vous expurgez des composantes les plus volatiles, puisque c'est l'inflation sous-jacente qui nous donne structurellement le taux d'inflation dans une économie, mais il est à zéro, c'est-à-dire que vous êtes dans une déflation structurelle. Donc la zone franc, c'est une zone de déflation structurelle qui est masquée par des pics conjoncturels d'inflation liés au choc sur les matières premières, au choc climatique. Et c'est pour ça que faire une politique de rationnement du crédit dans une économie qui est en déflation, c'est la tuer. C'est vraiment, c'est des politiques mortifères. Surtout quand vous savez que du point de vue budgétaire, vous n'avez pas de marge de manœuvre non plus, puisque depuis le début des années 80, le FMI, à part les programmes d'ajustement structurel, a asséché toute capacité contracyclique du budget. Moi, j'ai fait un papier dans Jeune Afrique il y a une semaine, intitulé « Pourquoi le FMI se trompe dans son diagnostic sur la dette africaine ». En fait, quand vous tuez une économie, et c'est ce qu'on a vu plus tard avec la Grèce, mais malheureusement, ce qui s'est passé en Grèce, les Africains l'ont vécu 40 ans plus tôt. 40 ans plus tôt. C'est-à-dire que vous ne pouvez pas faire d'austérité dans une économie en récession. Parce que la récession engendre une baisse des recettes fiscales qui nécessite une coupe des dépenses publiques, qui fait qu'il n'y a pas non plus d'activité, à tel point que l'économiste en chef du FMI de l'époque, Olivier Blanchard, a dû reconnaître en janvier 2013 dans un papier avec Daniel Lay qu'ils avaient sous-estimé le multiplicateur budgétaire grec. Et donc, dans la zone franc, vous avez ces deux leviers qui sont bloqués et qui font qu'il n'y a pas de réponse aux différents chocs.